BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre coup de gueule de la semaine? Écoutez, c'est pas pour dire, mais quand on y réfléchit, ils ont quand même mis un sacré bazar. Eux, ce sont les financiers, les banquiers, les régulateurs, les politiques, bref, le système. Alors Cédric, cette semaine, on fêtait un anniversaire, j'imagine que vous en avez parlé? Oui, c'était vendredi dernier, les 10 ans de la chute de Lehman. Exactement. Je vous propose donc de revenir sur cette crise pour voir comment les choses ont évolué et pour voir quelles sont les conséquences, s'il y en a encore, pour les épargnants. Alors pour résumer, je vous propose de nous débrancher un instant de l'information en continu pour prendre un peu de distance. Bon, donc les 10 ans de cette chute, c'était le 15 septembre 2008. C'est important, d'autant que cette crise, on l'a souvent, elle était majeure et on l'a souvent comparée finalement à celle de 29. Tout à fait. Alors essayons pour commencer de nous rappeler l'origine de cette crise. C'était les subprimes. Alors la faillite de Lehman, les subprimes, en fait, tout débute avant. La crise qui a débuté il y a 10 ans, elle trouve en fait son origine dans une ambition des plus positives sur le papier. C'était la volonté du président américain Bill Clinton, élu en 1992, de faire progresser le nombre de propriétaires aux États-Unis. Alors voilà un objectif qui est des plus sociaux. Permettre au bon peuple de devenir propriétaire, ça lui permet d'améliorer son statut. Je vous rappelle que avec ou sans Rolex, qui n'est pas propriétaire à 50 ans a raté sa vie patrimoniale. Bon, c'était plutôt sympathique cette volonté. Pourquoi est-ce que cet engouement à faire des propriétaires a créé une crise? Eh bien, en fait, si les gens sont riches, vous n'avez aucun problème à devenir propriétaire. Le seul truc, c'est que dans la majorité des cas, les accédants recourent au crédit pour tout ou partie de la valeur de leur bien. Or, voyez-vous, le crédit, ce n'est pas un produit anodin. Il peut avoir des effets négatifs aussi bien sur les individus que sur le système. Et c'est d'ailleurs en partant de ce crédit qu'on en est arrivé au subprime. Exactement. Mais cela dit, pour bien comprendre, on va essayer de creuser quand même. Il y a deux différences sur le crédit immobilier par rapport à ce qu'on connaît en France, aux États-Unis. Alors, on rappelle lesquelles? La première, c'est que d'abord, ils empruntent majoritairement à taux variable. Exactement. Et la seconde, c'est que les prêts sont accordés non plus en fonction de la valeur du bien que des revenus et de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Jusque-là, Cédric, tout est clair? Tout est clair. On continue. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ok. Mais vous allez voir, l'économie, c'est simple comme bonjour. Dans un premier temps, vous dites aux gens, les gars, c'est une bonne idée d'acheter votre résidence principale. Deuxièmement, les particuliers voient les prix de l'immobilier progresser. Et naturellement, ils se disent, mais si c'est une bonne idée et que je vais m'enrichir, il faut absolument que je le fasse. Et dans le même temps, grâce à la crise des valeurs technologiques et à Ben Laden, les taux sont orientés à la baisse. Donc, ça coûte moins cher d'acheter, même si les prix sont à la hausse. Exactement comme chez nous, quand on nous bassine, pardonnez-moi l'expression, avec la hausse du pouvoir d'achat immobilier. Donc, tout se passe bien jusqu'au jour où... jusqu'au jour où ça coince. Et c'est là que survient la crise des subprimes. Certes, mais la crise des subprimes, elle vient pas comme ça. Elle vient à cause de la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. Et que se passe-t-il? Le marché immobilier se retourne en 2006. Quoi? Le marché immobilier baisse? Mais quelle surprise pour les acteurs de l'économie, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient banquiers, ces acteurs qui s'étaient mis une idée idiote en tête: l'immobilier ne peut pas baisser. Ben si, l'immobilier baisse, les taux montent, les plus pauvres de ceux qui se sont endettés, ces fameux subprimes, ont des problèmes pour rembourser. Et là, en théorie, Cédric, que doit-il se passer? Celui qui a prêté, il n'est pas bien. Exactement. Si on prête de l'argent à quelqu'un, on court le risque qu'il ne rembourse pas. C'est ce qu'on appelle le risque de signature. Et pour info, ce risque, on l'a par exemple quand on souscrit une obligation à travers du crowdfunding, mais on l'a aussi quand on va déposer son argent dans sa banque ou quand on souscrit un contrat d'assurance vie, y compris en unité de compte, puisqu'en fait, on est propriétaire de rien. Donc, aux États-Unis, les banques qui avaient prêté auraient dû être en difficulté. Mais voyez-vous, les choses ne se sont pas passées comme ça. Alors expliquez-nous pourquoi finalement ça ne s'est pas passé comme ça. Eh bien parce que les banques, elles avaient gentiment refilé le risque à d'autres. C'est le principe de la titrisation. Alors vous avez des crédits, vous les mettez ensemble, vous en faites un produit financier et vous le vendez à un investisseur qui est avide de surperformance. C'est comme ça que l'on a retrouvé des subprimes dans des SICAV monétaires, instruments qu'on a toujours présentés comme étant un instrument sans risque. Du coup, on peut en tirer une première leçon patrimoniale. Chercher un peu de performance, c'est raisonnable. En vouloir trop, c'est courir le risque de jouer avec des explosifs et de les voir exploser devant soi. Bon, on se rappelle, notamment en août 2007, que quelques grands noms, BNP Paribas notamment, Odo également, avaient dû fermer en urgence des SICAV monétaires et que ça avait un petit peu mis un coup de canif dans le contrat. Un an résumé en une phrase, Cédric, je vous dis bravo. Ou alors, où en
en est-on aujourd'hui? En fait, on part d'une crise qui est une crise du crédit immobilier américain qui s'est propagée à travers le monde grâce aux effets de financiarisation et de globalisation. Alors aujourd'hui, question Cédric, où en est-on sur le crédit au niveau mondial? A-t-on levé le pied ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Alors, selon les chiffres du FMI, le crédit mondial a cru de 12% depuis son précédent record, qui date de 2009. Alors, en particulier à cause de la Chine, mais pas seulement. Chez nous, l'endettement y croît aussi, y compris chez ma copine Choupinette. Pensez, l'endettement des ménages qui représentait 30% du PIB en 1996, aujourd'hui on s'approche des 60%. Il n'y a donc pas que l'État qui s'endette de plus en plus. Alors, quand j'entends les professionnels vanter la baisse des taux pour s'endetter et acheter de l'immobilier, qui lui coûte de plus en plus cher, je trouve qu'il y a un petit côté pousse au crime. Bon, d'autres leçons de cette crise? Oui, vous remarquerez que tout à l'heure j'ai parlé de la hausse des taux et de la baisse des taux aux États-Unis, mais que je ne vous ai donné aucun chiffre. Alors, permettez-moi de vous les citer maintenant. En 2001, avant la crise des technos et avant les attentats du 11 septembre au World Trade Center, les taux directeurs américains sont à plus de 6%. En 2004, lorsqu'ils débutent leur remontée, ils sont tombés à 1%. Et ils remontent pour s'établir à un peu plus de 5% en 2006-2007, provoquant le retournement du marché américain. Bon, n'empêche que tous ces chiffres que vous nous donnez, si je regarde aujourd'hui, on en est loin. Exactement, et c'est là où je voulais en venir. La crise, elle a profondément changé la donne. Alors quand j'entends tel ou tel expert nous parler de la hausse des taux, mais quelle hausse des taux? Les taux américains vont remonter à 3%, la BCE va arrêter d'avoir des taux de dépôt négatifs, mais pardon, on est en train de parler de l'épaisseur du trait. Et qu'est-ce que ça va changer pour ma copine Choupinette? Donc maintenant, vous faites et la chronique et les questions, c'est ça? Exactement. Donc, en pratique, pour Choupinette, les placements d'auto, les livrets, les fonds en euros, ils sont pas prêts de rapporter franchement plus. D'autant d'ailleurs que dans l'intérêt des États, il est souhaitable qu'ils soient moins bien rémunérés que l'inflation. Pourquoi? Parce que ça permet de désendetter les États par les épargnants. Oui, mais en parallèle, on explique au commun des mortels qu'il va falloir aller chercher du rendement ailleurs et qu'il faut peut-être lorgner vers d'autres classes d'actifs, les actions par exemple. Et on dit les actions. Et c'est d'ailleurs ce que veut faire le gouvernement avec son projet de loi sur l'épargne retraite. Il nous dit qu'on va faire des produits d'épargne retraite avec des actions décroissantes dans le temps. On oublie juste de dire un truc, voyez-vous. C'est que si les taux vont rester bas, c'est d'une part parce que l'endettement mondial n'a pas baissé, mais aussi et surtout parce que la croissance potentielle au niveau mondial, eh bien, elle a décru. Et qui dit des perspectives de croissance revues à la baisse, dit des perspectives de bénéfices pour les entreprises qui, elles, ne peuvent pas monter. Dites-moi, Cédric, comment les actions progresseraient fortement si les entreprises, elles, sont pas capables de cracher un maximum de bénéfices? Bon. On conclut? Bah oui, on va dire, ne croyez pas que l'immobilier ne peut que monter. Faites gaffe à l'utilisation du crédit. Prenez des actions pour accroître la performance, mais ne rêvez pas. Les performances moyennes à plus de 2 chiffres, c'était pour hier, c'est pas pour demain. Bref, si je résume, pour les épargnants, la crise, c'était hier. La crise, c'est aujourd'hui. La crise, c'est demain. Les rendements, ils resteront faibles. Donc, par rapport à ça, on a 2 solutions. Soit on est découragé et on fait rien. C'est une piste que suivent beaucoup d'épargnants. Moi, je vous propose désormais un autre jeu pour accroître son rendement. C'est de s'engager dans un nouvel exercice, la chasse aux frais. Bon, eh ben, c'est mis sur le tapis.